Allez, on vous parle à présent de ces épargnants qui vont peut-être devoir payer la facture de cette crise liée à l'épidémie de Covid. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Jusqu'à présent, on l'a souvent dit, c'est l'État essentiellement qui a payé la facture. Ça a été prouvé par A plus B quand on regarde les chiffres de l'INSEE. L'État qui a surtout payé la facture économique de cette crise, d'où l'explosion évidemment des déficits et de la dette, c'était inévitable. Mais pour vous, ça pourrait ne pas durer ? Que l'État continue de payer les factures comme ça ? Ouais, ça ne peut pas durer éternellement. Hein. La BCE est là. La dette de l'État s'est accrue de 200 milliards d'euros au deuxième trimestre, hein. Ouais. 199,9 précisément. Et donc on peut dire 200 milliards. On ne peut pas rajouter 200 milliards comme ça à la dette chaque trimestre. Tant que la BCE achète à tour de bras la dette émise par la France, d'ailleurs vous rappelez bien qu'une banque allemande a montré que quasiment toutes les nouvelles émissions de dette françaises ont été rachetées, et même un peu plus. Oui, par la Banque Centrale Européenne. Oui. Mais encore une fois, ça ne peut pas durer éternellement. La monnaie, elle vaut... Pourquoi est-ce que la monnaie vaut quelque chose ? C'est la croyance qu'on a dans sa... Exactement, c'est la croyance qu'on a dans cette monnaie, c'est la confiance qu'on a. La confiance. La croyance. Mais non, c'est la croyance cristallisée. Hein. L'anthropologue historien Yuval Harari raconte très bien ça dans son livre, dans ses livres. Oui. Voilà. Donc c'est la confiance. Et il y a un moment où vous pouvez décider individuellement. Nous pouvons décider collectivement qu'on ne fait plus confiance à cette monnaie. Enfin, pardon, on n'est pas le Zimbabwe non plus. Enfin, pardon, parce que là-bas, inflation en millions de pourcentage. La France a fait ça avec les assignats, elle a fait ça avec des actions un peu bizarres au début du XVIIIe siècle. L'Allemagne a fait ça dans les années 1920. Enfin, on a fait ça de manière assez répétée dans l'histoire. Hein. J'ai pris l'exemple du Zimbabwe parce qu'il y a cette inflation galopante qui a mis à terre, encore une fois, la monnaie. Oui. Non, mais on n'en est pas là. Le dernier exemple récent, effectivement, c'est le Zimbabwe. Le Venezuela, c'est pas mal non plus. On n'en est pas là, mais on pourrait en venir là. Et il y a déjà des premiers signes de fuite devant la monnaie. Hein. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens cherchent autre chose que la monnaie. Et qu'est-ce qui vaut en ce moment assez cher, plus cher que ces dernières années ? Il y a l'or, il y a les crypto-monnaies. Ouais. Voilà. Après avoir beaucoup baissé les crypto-monnaies. Oui, mais enfin, voilà. Et puis, il y a l'immobilier qui résiste de manière tout à fait étonnante. Et je pense que l'une des clés de résistance du marché de l'immobilier, c'est le fait que les gens se disent « mon argent risque de ne plus valoir ce qu'il valait, et donc il faut que je le mette dans un truc qui servira au moins à quelque chose. Un billet de banque, demain, vous l'avez, plus personne ne fait confiance à ce billet de banque, il ne vaut plus rien. Une maison, vous l'avez demain, même si plus personne n'y fait confiance, quelqu'un peut encore y habiter. » C'est un actif réel. Juste pour qu'on comprenne bien la clé de répartition dans ceux qui ont payé la crise jusqu'à présent. Ce sont vos chiffres, mais ce sont les chiffres de l'INSEE. 90 milliards de PIB perdus au deuxième trimestre en France, du fait de la baisse de 13-14%. Sur ces 90 milliards, 50 milliards incombent au secteur public, 36 aux entreprises et 3 aux ménages. Pour vous, cette clé de répartition, elle est intenable ? Oui, elle est intenable parce qu'on ne peut pas... Ils sont intéressants, ces chiffres. Oui, bien sûr, évidemment. Finalement, et l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, avait attiré l'attention là-dessus dès le mois de mai-juin, en disant, avec des chiffres qui ne sont pas très différents de ceux qu'on a découverts récemment. Ça montre encore une fois que pour l'instant, c'est l'État, et l'État, c'est de la dette. Et la dette, derrière, il faut la financer d'une manière ou d'une autre. Et retour à la case départ. Là. On revient à la case départ. Quand on a trop de dettes, il y a 4 façons de la rembourser, et seulement 4. On ne peut pas faire autrement. La première, c'est de faire de la croissance. C'est ce qu'on a fait après-guerre, ça a bien marché. Mais aujourd'hui, oui, évidemment, ce qui est le plus agréable, le moins douloureux. Mais aujourd'hui, on ne sait plus bien faire. Et quand on se projette dans la transition écologique, on se rend compte que ça va être très compliqué. La deuxième façon de faire, c'est de l'inflation. On rembourse en monnaie de singe. Donc on a eu des cas d'hyperinflation, on a eu des cas aussi d'inflation soutenables, mais qui n'ont pas débouché sur des explosions, mais qui a permis de rembourser avec une monnaie un peu dépréciée. Ça a été le cas après la guerre, ça a été le cas en fait pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. Mais il y avait une guerre avant aussi. Voilà. La troisième façon, c'est la rigueur.
Hein, c'est la rigueur, on serre la ceinture, c'est très très dur. Moi j'appelle ça la méthode César Birotteau. César Birotteau, c'était ce parfumeur qui avait inventé Balzac, qui était victime d'une arnaque, qui mettait son point d'honneur à tout rembourser. Et le lendemain du dernier jour de son remboursement, il mourait parce qu'il n'en pouvait plus. On a bien vu, après ce qui s'est passé en 2009, que la rigueur qui a été imposée à la Grèce, mais aussi à d'autres pays européens, y compris la France, à ce moment-là, ça n'a pas marché. Et vous voyez bien aujourd'hui que dans toutes les déclarations des chefs d'État, pas de hausse d'impôts. Oh là là, ça on va pas faire, on va pas faire, parce qu'on l'a expérimenté il y a 10 ans. On a remonté trop tôt les impôts en Europe, et la comparaison avec les États-Unis ici est tout à fait parlante. Et donc ça n'a pas marché. Il reste. Voilà. Et le dernier, une quatrième solution. Évidemment, c'est de ne pas rembourser. Voilà. C'est de ne pas rembourser. Vous pouvez chercher toutes les autres manières, il n'y en a pas. Il n'y a que 4 manières. Bon, l'idée, en tout cas, c'est de dire, voilà, cette clé de répartition, encore une fois, entre l'État, les ménages et les particuliers, pour vous, elle est intenable. Elle aboutit à un endettement de l'État. L'endettement de l'État ne peut pas monter jusqu'au ciel. En même temps, salariés et entreprises vont payer largement leur éco et passer à la caisse dans les mois à venir. On a vu les licenciements, les plans sociaux, on en parlera tout à l'heure avec Philippe Martinez de la CGT, les suppressions de postes, les faillites, enfin, ils vont aussi payer leur éco. Le PIB, d'après ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, d'après les estimations actuelles, devrait baisser d'à peu près 10% cette année. Le PIB, c'est la production. Alors ça peut paraître assez abstrait, mais c'est aussi l'ensemble des revenus. Hein. C'est l'ensemble des revenus, le PIB. Et donc ça veut dire que l'ensemble des revenus va baisser de 10%. Le revenu des ménages, cette année, ne va pas baisser de 10%. Et c'est heureux. Alors ça va baisser, mais ça ne va pas baisser de 10%. Et donc, encore une fois, on ne peut pas continuer, parce que la contrepartie de ça, c'est une dette. Cette dette, si on la finance par la création monétaire, on sait, historiquement, alors là, encore une fois, il y a toute une série d'exemples, j'en ai cité, on peut citer. Il n'y a pas une seule fois où ça s'est bien terminé. Bon. Après, on peut surtaxer ou taxer plus les plus aisés, les plus riches. On ne parle pas de hausse d'impôts, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution à trouver en taxant ceux qui sont millionnaires, milliardaires? Alors, c'est l'une des solutions qui s'esquisse. Hein. Moi, j'ai été très surpris, enfin frappé de voir qu'au Royaume-Uni, c'est le ministre des Finances, le chancelier de l'échiquier, qui est un jeune homme très, très brillant, qui propose ça, qui dit, et qui est conservateur, qui dit on va augmenter les impôts sur les riches. Donc ce débat-là va être, moi je prends le pari que ce débat-là va être mondial, et que effectivement. Le compte peut y être ou pas? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de riches pour financer tout ce qu'il va falloir financer. Donc je pense que quand on sortira un petit peu de cette crise, quand ça ira suffisamment bien pour qu'on puisse commencer à voir comment on va essayer de rééquilibrer les comptes, des formes de taxation des plus aisés feront partie du lot. Moi, ça me paraît du package. Assez logique. Mais c'est loin de suffire. Ouais. Justement, on reboucle avec le début. Pour vous, ce sont les épargnants qui vont payer la facture de cette crise économique parce que les taux vont rester très bas pendant très longtemps pour financer cette explosion de la dette, pour que ça reste soutenable. Et donc les pauvres épargnants, c'est ça? Enfin, c'est ça, vous dites ils n'auront plus de revenus sur leur épargne pendant un bon moment. C'est ça en fait l'idée? C'est exactement ce qui s'est passé après l'explosion de la banque Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. 10 jours après cette explosion, Nicolas Sarkozy dit « les épargnants ne perdront pas un euro oui. Alors c'est un peu plus compliqué ce qu'il a dit exactement, mais le message qui est passé, c'est ça. Garantie sur les dépôts. Les épargnants ne perdront pas un euro. Non, mais il a parlé... garantie sur les dépôts, mais il y avait juste après le mot épargnant. Donc voilà, il y avait une petite ambiguïté dans le texte. Et le message qui est retenu, qui est passé, c'est ça. Et effectivement, quand on a commencé à parler de défaut de la Grèce, tout ça, il dit non, pas question, on ne va pas faire ça, c'est pas possible, c'est inimaginable. Ceci dit, la Grèce, elle a fait défaut. Mais ça, c'était une petite partie de l'endettement qui avait été accumulé. Et comme on n'a pas annulé les dettes qui étaient trop lourdes, on a fait autre chose, on les a rendues indolores, en abaissant complètement, en étalant le problème, avec un rouleau à pâtisserie, on a étalé le problème du remboursement de la dette en faisant des taux d'intérêt qui sont devenus pratiquement nuls. Et donc là, on va avoir des taux d'intérêt qui seront nuls, voire négatifs, pendant encore des années. Comme ça, effectivement, l'épargnant ne perdra pas son capital, au moins dans un premier temps, mais clairement, il perdra ses revenus. Voilà, et donc c'est comme ça
Parce que si l'État continue de s'endetter, les taux doivent rester très bas pour que ce de... soit tenable. Et donc, in fine, c'est l'épargnant qui est derrière, en dernier maillon, qui n'a plus de revenus sur son épargne. C'est ce qui s'est passé après la crise de 2009. Est-ce que c'est vraiment dramatique? Je pose la question. Non, mais il faut poser la question. Il faut poser la question aux épargnants. Alors en France, on a un système de retraite. Ils perdent pas d'argent, ils n'auront plus de. En France, on a un système de retraite par répartition. Et donc, les systèmes de retraite ne seront pas touchés. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui savent que ça ne suffira pas, donc qui ont de l'assurance vie. En France, le produit d'épargne le plus successful, qui a le plus de succès, c'est l'assurance vie, 1800 milliards. Il y a une partie très importante de ces 1800 milliards qui est placée en obligation d'État. Voilà. Donc, tous les gens qui épargnent dans l'assurance vie pour leur vieux jour, ceux-là, ils vont avoir des revenus qui vont être extrêmement décevants. Et dans tous les pays, évidemment, qui ont des systèmes par capitalisation, un régime de retraite par capitalisation, quand on s'approche de la retraite, c'est bien plus grave dans ces pays-là. Ça sera bien plus grave pour ces pays-là. Le système de retraite doit basculer des actions vers les obligations, et les obligations ne rapporteront rien. Donc, dans tous les pays par capitalisation, c'est la pension de retraite elle-même qui sera touchée. Ce qui ne veut pas dire qu'en France, elle ne le sera pas. Parmi les propositions, vous avez vu, il y a un rapport qui a été déposé récemment sur comment faire pour l'après. Il y avait comme par hasard des mesures sur la CSG des retraités et des pensions les plus élevées. Donc voilà, ça ne passera pas forcément par les mêmes canaux en France parce qu'on a un régime de retraite différent, mais les retraités seront parmi les premières mis à contribution pour payer la facture de cette épidémie, cette crise, parce qu'il faut toujours que quelqu'un paye la facture. Merci beaucoup. Jean-Marc Vittori, donc, édito à lire dans Les Échos, évidemment, d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.